ministre Daniel Kablan-Duncan a inauguré hier mardi un poste électrique d'un coût de 6 milliards de nos francs. Ce poste va réduire considérablement les coupures d'électricité dans les quartiers sud d'Abidjan. Ma santé, ma vie, c'est la nouvelle campagne initiée par le ministère de la Santé pour lutter contre les médicaments de la rue. Elle a été lancée ce jeudi et c'est le dossier de ce journal. L'Afrique du Sud attend les résultats des élections municipales. Le parti au pouvoir pourrait se retrouver en difficulté dans les grandes villes. Les Jeux Olympiques, l'événement planétaire du sport débute demain, vendredi au stade mythique de Maracana au Brésil. Environ 10 000 athlètes issus de 200 pays sont attendus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé hier à Marcory Anoumambo à l'inauguration d'un poste électrique. Le projet a été financé en partie par l'État ivoirien et la Banque ouest-africaine de développement pour un coût global de 6 milliards de francs CFA. L'installation de cette centrale électrique va ralentir, sinon stopper, les coupures intempestives d'électricité dans ce quartier de Marcory. Le reportage est signé Gabriel Zani. Depuis plusieurs semaines, l'électricité est distribuée 24 heures sur 24 à Marcory, son fil et à Anoumambo, deux secteurs frappés de délestage dans la commune de Marcory. Courant, vraiment, ça va. Dans ce temps-là, on est vraiment satisfait. Ils sont en train d'installer les nouveaux compteurs pour nous. Depuis qu'ils ont installé la centrale, ça va un peu. Il n'y a pas trop de coupures de courant. Ça va. Si tout va bien, la raison, c'est ce poste de transformation d'énergie mis sous tension sous peu. Ce mercredi 3 août, le Premier ministre, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, ainsi que les partenaires techniques et financiers du projet sont présents sur le site pour l'inaugurer officiellement. Le poste d'Anoumambo contribue à réduire de façon considérable le temps moyen de coupure et à atteindre les standards internationaux en matière de conditions d'exploitation du réseau électrique. 6 milliards de francs CFA ont été injectés dans le projet pour faire sortir de terre ce poste de transformation 90 kV afin de distribuer l'électricité à Marcory, Treichville, zone 3, Biétry et dans bien d'autres quartiers d'Abidjan Sud. L'année dernière, en 2015, les coupures étaient de 40 heures dans l'année et actuellement, on est un peu moins de 30 heures. Nous sommes en train de démultiplier le nombre de postes sources de manière à améliorer la qualité de l'électricité fournie au niveau des ménages et des entreprises. Un réseau de distribution large qui augure sûrement de bonnes perspectives pour les consommateurs. Je dis que c'est à terme, les prix vont baisser. Pourquoi? Parce qu'on va avoir davantage d'électricité. Vous savez que le barrage de Soubré, de 275 MW et 330 milliards de francs CFA, va rentrer en production une année par rapport au terme. Il y a donc d'autres centrales thermiques qui vont être étendues, notamment au niveau de Cyprel et Azito qui vont se faire. La réduction du prix de l'électricité est l'enjeu réel de ces opérations de densification de postes sources de distribution d'énergie à Abidjan qui représentent 60% de la demande d'électricité dans le pays. Cette phase qui démarre ici à Anoumambo va être suivie de la mise en service prochaine d'Azito, de Yopougon 2, de la Gibi et de PK24. La semaine nationale de la salubrité se poursuit. Après Cocody et Treichville, en début de semaine, c'est la commune d'Adjamé qui a reçu ce jeudi la ministre de la salubrité urbaine. La ministre Anne-Désirée Ouloto est allée expliquer aux populations les mesures de déguerpissement engagées pour assainir la commune. Elle les a aussi invités à s'impliquer dans la préservation de leur cadre de vie. Reportage Alexis Ouedraogo. Adjamé, 220 logements. Pour ce troisième jour de la semaine nationale de la propreté, nous nous rendons chez un riverain. Ibrahim vit depuis 40 ans à Adjamé. Bonjour, monsieur Kamagaté. Bonjour, madame. Ça l'a été. Attendez, excusez-moi, la ministre vient d'arriver là, je vais voir rapidement. Il est président des grains de son secteur.
Cette cérémonie avec la ministre, il l'attendait quelque peu. J'étais un peu souffrant. Depuis, ils ont dégagé ces dames, et je ne dis pas ces commerçants ambulants et qui exposent nos potes comment, je pense que ça fait du bien. Pour moi, la salubrité, il n'y a rien de tel. Parce que quand un espace est bien propre, c'est pour la santé. Dans l'immeuble, avec de petits gestes, l'on essaie tant bien que mal de tenir l'environnement propre. Un peu moins enthousiaste, à quelques pas, Kwasi, gérant d'une cabine téléphonique. Pour lui, c'est à l'exercice du temps que cette nouvelle politique de salubrité devra faire ses preuves. Il y a plusieurs politiques, effectivement, de déguerpissement qui n'ont pas abouti. Ils ont déguerpi et puis les gens sont venus encore recoloniser le même site. Parce que quand ils ont déguerpi, ils n'ont pas aménagé. Une préoccupation dont le gouvernement entier prend la pleine mesure. Le ministre Begley Mambé, gouverneur du district, a annoncé un budget d'1 milliard de francs CFA pour embellir la capitale économique. Après lui, la ministre de la Communication indique le prochain démantèlement des panneaux publicitaires illégaux. Pour la ministre Anne Ouloto, toutefois, le changement ne sera radical qu'avec l'implication de tous. Nous vous remettons des kits de salubrité, tous les syndics. Il faut organiser des activités communautaires pour qu'à l'intérieur de vos maisons, mais aussi à l'extérieur, on voit une propriété nette. Prenez possession de vos espaces libérés. Embellissez-les. Je voudrais dire aux transporteurs, quand vous êtes à une gare, si vous ne voulez pas que je vienne demander votre départ, faites en sorte que la gare soit propre. Quand il y a la saleté, vous perdez votre légitimité et puis on vient demander votre départ. Parrain de la cérémonie, le chef du gouvernement, ancien résident d'Adjamé, a salué la mission de la ministre. Vous croyez que c'est des gaietés de cœur qu'elle casse les choses? Est-ce que c'est des gaietés de cœur? Non. Mais quand il faut faire quelque chose, il faut le faire. Parce que sur le champ, ça fait mal. Mais regardez ici, là, comment c'était et comment c'est maintenant. Elle a demandé d'ailleurs au gouverneur de faire en sorte qu'on embellisse la place. Mais quand cela vient, tout le monde va pouvoir venir se reposer ici, n'est-ce pas? Et pour savoir si le message a été bien perçu, nous avons suivi Nathalie au terme de la rencontre. Chez sa voisine, elle fait le compte-rendu de la cérémonie. Ce que je retiens de ce que Al-Mourateur a dit, c'est surtout pour les magasins qu'elle a cassés. Il ne faudrait pas que les riverains se découragent. Elle fera ainsi pour eux. Ça peut changer, ça a déjà changé de visage. Et vous-même, vous avez constaté comme moi, c'est propre. C'est vraiment propre. Si ça continue, c'est bon. Il ne faudrait pas qu'on fasse ça en une semaine et qu'on arrête. Anne Ouloto, elle, continue son chemin. La Semaine nationale de la propreté refermera ses portes dimanche, mais elle rassure, elle continuera de veiller au grain. Ce jeudi 4 août, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique lance officiellement la campagne contre les médicaments de rue. Cette campagne vise à protéger la santé des populations à travers le concept « Ma santé, ma vie ». C'est une notion que le ministre Raymond Goudou Kofi veut inculquer aux populations. Les conséquences des médicaments de la rue, 200 000 décès par an, sont imputées aux antipaludiques. C'est une perte de 20 milliards de francs pour l'État de Côte d'Ivoire par an. La solution, c'est la vulgarisation des médicaments génériques et c'est le dossier santé du journal télévisé de 20h réalisé par Ami Sissoko que je vous invite à suivre maintenant. Des comprimés aux injectables en passant par les sirops, les colis, les pommades, les suppositoires, les ovules et les sprays. Nous sommes à Djamé Roxy, le haut lieu du commerce de médicaments de la rue et de médicaments illicites en Côte d'Ivoire. Ici, les médicaments sont vendus à l'air libre, exposés au soleil, à la poussière. Aucun respect des règles de conservation. À la vue de notre caméra, certaines vendeuses mettent à l'abri leurs marchandises. Pour se procurer des médicaments de la rue, pas besoin de prescription médicale. Il suffit tout juste d'expliquer les symptômes de la maladie et vendeurs et vendeuses livrent le produit. J'ai dit à la vendeuse que j'étais fatigué, que si elle pouvait me donner un médicament contre la fatigue. Et c'est ainsi qu'elle m'a donné un médicament. À la suite de cela, la situation s'est encore empirée
Je préfère la pharmacie parce que je trouve qu'avec la pharmacie, c'est plus en sécurité. Parce que très souvent, on prend les médicaments, que soit tu arrives, tu dis le nom et ces femmes-là n'arrivent même pas à trouver le médicament te donner. Du coup, ce qui veut dire qu'elles ne connaissent même pas le médicament qu'elles vendent. Donc, à quelque part, je trouve que c'est un peu dangereux. Selon l'OMS, les médicaments de la rue représentent environ 10% des médicaments en circulation dans le monde. 30 à 60% des médicaments en Afrique sont contrefaits. 200 000 décès par an sont imputés aux seuls paludiques non conformes. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge du phénomène. Ce sont environ 2 millions de médicaments qui sont vendus dans la rue par an, d'où une concurrence déloyale pour les pharmaciens. En termes de chiffre d'affaires, on constate une baisse. Nous recevons beaucoup de clients, mais qui viennent plus pour demander les prix. Avec ces prix, ils retournent là-bas pour mieux négocier sur le marché là-bas. Dans l'esprit de beaucoup, les médicaments en pharmacie sont hors de prix par rapport aux médicaments qui sont au marché. Alors que quelquefois, il y a des médicaments là-bas qui sont plus chers même que ceux qu'ils ont ici. Parce que là-bas, elles font à la tête du client. Sur l'identité de leurs fournisseurs et l'origine de ces médicaments, les vendeuses au micro ont indexé des délégués médicaux et pharmaciens, sans oublier la porosité des frontières. En 2006, donc, il y a eu 24 pharmacies braquées. En 2010, c'est 68 officines qui ont été pillées, saccagées pour récupérer les médicaments, avec même des grossistes répartiteurs. Depuis l'officine, depuis les grossistes répartiteurs, il y a des individus, ça existe, qui essaient de mettre en place un dispositif pour détourner des médicaments qui vont se retrouver au niveau du marché de la rue. Lorsque des personnes ont été prises la main dans les sacs, on fait l'objet de radiation au niveau de l'ordre des pharmaciens. Selon le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, les médicaments de la rue en Côte d'Ivoire constituent environ 35% de l'ensemble du marché pharmaceutique, soit 50 milliards de francs CFA. Si vous considérez que les taxes fiscales et puis celles sociales, grosso modo, représentent entre 35 et 40%, l'État perd 20 milliards de francs CFA. Les conséquences sanitaires et sociales sont aussi nombreuses. La chaleur, ça détruit les médicaments. Donc quand ils vont acheter des médicaments qui ont l'impression qu'ils se soignent, en fait, ils ne se soignent pas. Généralement, les insuffisances rénales dont on parle beaucoup, ça peut être aussi une des causes, la prise des médicaments de la rue, l'automédication à outrance. Pour mettre définitivement fin à ce phénomène de médicaments de la rue, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique affiche sa détermination à travers une campagne de sensibilisation qui démarre ce jeudi 4 août. La solution, ce n'est pas le médicament de la rue. La solution, c'est de vous rendre où il faut, vous faire soigner correctement. Le président de la République est en train de lever tous les plateaux techniques de toutes nos structures sanitaires. N'ayez pas peur de franchir le seuil, d'aller à l'hôpital, de demander conseil, de demander aux médecins de vous prendre en compte et puis de vous faire soigner normalement. Ma santé, ma vie, un concept qui guidera cette campagne de sensibilisation. Si on n'a pas la santé, on ne peut pas avoir la vie. Si vous ne fréquentez pas les hôpitaux, vous ne pourrez jamais avoir des résultats, c'est-à-dire avoir la vie. Le médicament est une spécialité. Il faut faire des études de pharmacie pour avoir l'autorisation de vendre des médicaments. Si vous n'utilisez pas les médicaments que l'on doit utiliser, qui sont vendus en officine de pharmacie ou alors vendus dans les pharmacies de nos hôpitaux, vous n'aurez pas la vie. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, l'une des solutions pour éradiquer les médicaments vendus à la sauvette reste la vulgarisation des médicaments génériques. Après la phase de sensibilisation, place à la répression. La Côte d'Ivoire est un État de droit. Nous serons obligés, à un moment donné, d'imposer cette protection des populations dans leur santé. Le gouvernement est décidé à mettre fin au phénomène des médicaments de la rue. Le président Alassane Ouattara a donc pris en 2014 un décret installant le COTRAMED, Comité interministériel de lutte contre la contrefaçon et les médicaments de la rue. Il accompagnera le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans ses actions. Voilà, c'était le dossier du JT. La ministre de la Communication, Afoussiata Bambalami, porte-parole adjointe du gouvernement, a échangé hier mardi avec les professionnels de la presse en ligne. Elle a demandé aux acteurs de ce secteur de s'unir afin de défendre leurs intérêts. Isaïe Otiona Adamakone.
des journalistes de la presse en ligne et des blogueurs au ministère de la Communication. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, a bouclé ses rencontres avec la presse en échangeant avec 4 associations. Au menu des échanges, les difficultés et la régulation au niveau de ce nouveau média. Aujourd'hui, on parle de soutien de l'État. L'État ne peut pas venir nous soutenir dans l'informel. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on soit déclaré, il faut qu'on soit sous l'égide d'une entreprise dûment déclarée aux impôts de Côte d'Ivoire. Elle a parlé de régulation, de législation. C'est également important. La presse en ligne, du fait de sa spécificité, échappe au contrôle des instances de régulation. La ministre de la Communication affiche la volonté du gouvernement d'organiser le secteur et de le rendre viable. Je pense que nous pouvons trouver des solutions dans un premier temps en tenant compte de leur existence par rapport à la constitution d'une société, à leur hébergement ici en Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, nous sommes en train de réfléchir à comment nous pouvons éventuellement faire pour les blogueurs. Si les blogueurs peuvent ne serait-ce que respecter une charte d'éthique et de déontologie qui n'est pas liée à la profession de journaliste, puisque de fait, ils ne sont pas journalistes. La ministre Afoussiata Bamba Lamine a ajouté que toutes les dispositions sont en train d'être prises afin que la presse en ligne figure en bonne place dans la loi sur la presse dont la révision est prévue avant la fin de l'année. L'actualité judiciaire est marquée par l'ouverture du procès de l'attaque terroriste de Grand Bassam, attaque qui a eu lieu le 13 mars 2016. 2 militaires sont accusés de complicité avec les terroristes. Le procureur militaire Ange Kessi a requis une peine de 10 ans à l'encontre des 2 accusés. Le verdict est attendu cette nuit. En juin 2014, le Conseil Café Cacao et le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole ont ajusté leur partenariat avec un avenant 2 pour un montant de 4,7 milliards et l'avenant spécifique relatif au projet PESAC pour un montant de 1,2 milliard de francs. Les précisions de Noël Niagno. Et de 2 pour le partenariat Conseil du Café Cacao et le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, après la signature du contrat plan 2013-2016 en juin 2014 d'une part et d'autre part entre le FIRCA et l'ANADER, Agence nationale pour l'appui et le développement rural, le CNRA, Centre national de recherche agronomique. Mais pourquoi cet avenant 2 ? Dans la vie des projets, il y a souvent des contretemps, il y a souvent des difficultés qui ne permettent pas que le projet se déroule comme on le souhaitait. Mais toujours est-il que dans la cacaoculture en général, tout est dynamique. Donc ce n'est pas comme s'il y a eu une cassure, ça continue. C'est le lieu de souligner tout de même les acquis du premier accord. Nous avons donc des grands programmes pour l'arrachage, replantation, pour pouvoir donc faire disparaître la maladie. Il y a des programmes de génération de technologies, il y a des études sur l'agent pathogène, il y a des études sur le vecteur, il y a des études sur les plantes hôtes, sur les variétés qui sont résistantes à la maladie, et sur comment planter tout cela pour que ça aille mieux. Donc le bilan est très très positif. S'agissant des attentes de l'avenant 2, il porte sur la consolidation de ses acquis. Nous attendons en termes de recherche, en termes d'amélioration variétale, mais en termes aussi de génération de technologie, de transfert de technologie. Je parle de technologie de production agricole. Et puis, on a parlé de cette lutte contre une maladie pernicieuse, sournoise, le sida du cacao, qui donc s'appelle communément le swollen shoot et qui nécessite de grands moyens. Vous avez dit grands moyens, voilà qui motive cet appel. Je pense à la Banque africaine de développement, je pense à la Banque mondiale, je pense à l'AFD, je pense même au privé. Nous avons tous besoin d'éradiquer cette maladie. Les producteurs, le maillon faible de la chaîne des valeurs, saluent les initiatives du Conseil Café Cacao. C'est une très bonne chose. On est très heureux de voir encore, parce qu'on vient de constater que c'est une deuxième signature, donc un deuxième accompagnement. Vraiment, on est très heureux. Je voudrais remercier, comme on appelle, le Conseil Café Cacao, parce que pour l'appui qu'ils apportent depuis plus de 3 ans à 4 ans aux producteurs que nous sommes. Le contrat plan 2013-2016 va nécessiter un montant total de 13 milliards 400 millions de francs CFA, dont 4 milliards 700 pour l'avenant avec un appui spécifique au projet PESAC à hauteur de 1 milliard 2.
En politique, retenez que plusieurs membres du comité d'experts pour l'élaboration de la nouvelle constitution, conduit par le président Ouarga Obo Boniface, se sont rendus ce jeudi au Conseil constitutionnel pour une séance de travail. À l'issue de cette rencontre avec le président du Conseil constitutionnel, Kone Mamadou, et ses plus proches collaborateurs, le professeur Ouarga Obo a fait cette déclaration que je vous propose d'écouter maintenant. Retenons qu'il s'agit de proposer à M. le Président de la République un avant-projet pour une nouvelle constitution. J'insiste, il ne s'agit pas de réviser la constitution en vigueur, mais il s'agit d'élaborer une nouvelle constitution. Le comité d'experts a travaillé depuis plus d'1 mois. Nous avons décidé d'observer un petit moment d'arrêt de notre travail et puis prendre des consultations auprès des institutions, pouvoirs publics, mais aussi auprès de la société civile, pour que tous ces interlocuteurs-là, nous puissions changer avec eux et puis voir dans quelle mesure nous pouvons revoir notre copie. Le mouvement des forces d'avenir, le MFA, a tenu son bureau politique le dimanche dernier à son siège à Angré. L'occasion pour le MFA de se prononcer sur la situation sociopolitique. La direction du parti a exprimé son soutien au président Alassane Ouattara. Le bureau politique a condamné l'usage de la violence comme mode d'expression. Thomas Gessambi pour les détails. La situation sociopolitique actuelle du pays, un sujet qui a réuni le bureau politique du mouvement des forces de l'avenir MFA, une réunion élargie pour la circonstance aux délégués départementaux du parti. Le sitting des étudiants sur le campus de Cocody, les marches des populations sur des agences de la CIE, pour ces mouvements d'humeur, le bureau politique s'est prononcé. Bien que l'expression plurielle fait partie de la démocratie, le bureau politique élargi aux délégués a déploré les violences, car la violence n'est pas l'expression démocratique. Et ce n'était pas tout au cours de cette rencontre. Les questions liées au parti unifié et au projet de réforme constitutionnelle y ont aussi été abordées. L'instance du MFA dit apprécier des avancées notables et encourage le directoire du RHDP à poursuivre ses efforts en vue de la réalisation du parti unifié. Pour le projet de réforme constitutionnelle, le MFA note avec satisfaction le vote par le Parlement ivoirien de la loi portant organisation du référendum. Le MFA, qui veut prendre une part active aux élections législatives à venir, a félicité à l'occasion son président, le ministre Anzoumana Moutaye, pour les dispositions prises à cet effet. Hors de nos frontières, après une journée de vote, l'Afrique du Sud attend désormais les résultats des élections municipales. L'ANC, le parti du président au pouvoir Jacob Zuma, pourrait pour la première fois de son histoire se retrouver en difficulté dans certaines grandes villes du pays. Pretoria, la capitale administrative, Johannesburg, le hub économique et surtout Port Elizabeth, la cité industrielle, pourrait basculer côté opposition. Il s'agirait d'une défaite symbolique pour l'ANC au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994. Et puis, les Jeux olympiques, événements planétaires du sport, débutent demain, vendredi 5 août, avec la cérémonie d'ouverture au stade mythique de Maracana. Environ 10 000 athlètes et 200 pays sont présents. L'histoire des Jeux remonte à l'Antiquité et prend ses racines en Grèce, dans le Péloponnèse, il y a environ 3000 ans. Des concours sportifs organisés à Olympie avaient lieu tous les 4 ans et ont pris le nom de Jeux olympiques. Suivez plutôt. Au 8e siècle avant Jésus-Christ. Organisé en l'honneur du dieu grec Zeus, ils se déroulent à Olympie, dans le Péloponnèse, tous les 4 ans. On y pratique la course, la lutte, la boxe, le pancrace, une forme très violente de catch, des compétitions équestres et le pentathlon. Les Jeux antiques sont délaissés après la conquête de la Grèce par les Romains en 146 avant Jésus-Christ et abolis en 393 après Jésus-Christ par l'empereur Théodose Ier. Olympie tombe dans l'oubli, ravagée par les tremblements de terre et les inondations. Il faut attendre 1500 ans pour que les Jeux olympiques modernes voient le jour, en 1896 à Athènes. 280 sportifs venant de 13 nations participent à cette première édition.
Sous l'impulsion du Français Pierre de Coubertin, fondateur du Comité olympique international en 1894, les Jeux reprennent de l'envergure. Dès 1900, les femmes sont autorisées à y participer. Et en 1924, à Paris, plus de 3000 athlètes venus de 43 nations sont au rendez-vous. Les Jeux de 1936, retransmis à la télévision pour une audience restreinte, se déroulent à Berlin sous le régime nazi. Hitler cherche à utiliser la compétition comme une vitrine de sa propagande sur la supériorité de la race aryenne. Mais l'histoire retient surtout la performance de l'Afro-américain Jesse Owens, quadruple médaillé d'or. Les JO de 1960 à Rome sont retransmis en direct en Europe. Dès 1964, la planète entière en profite. Au plus fort du mouvement des droits civiques américains, aux Jeux de Mexico de 1968, les sprinteurs Tommy Smith et John Carlos protestent sur le podium contre les discriminations dont sont victimes les Noirs aux États-Unis. On leur retire leurs médailles, mais leur geste inspire une génération d'athlètes noirs. À Munich, en 1972, un commando palestinien exécute dans le village olympique 11 athlètes et entraîneurs israéliens, ainsi qu'un policier ouest-allemand. Aujourd'hui, les Jeux sont la plus importante manifestation sportive mondiale. Plus de 10 500 athlètes et 206 pays participent à ceux de Rio en 2016. Les Jeux olympiques s'ouvrent donc demain à Rio, au Brésil. 10 500 athlètes venus du monde entier vont rivaliser pour décrocher une médaille, de préférence en or, devant des centaines de millions de téléspectateurs, et ce durant 15 jours. Voici quelques chiffres clés à retenir pour cette compétition. Les Jeux olympiques en chiffres, un élément signé Kader Ouattara et Hamza Diaby. Rio, centre du monde sportif pour 2 semaines. 2 semaines d'une fête planétaire pour laquelle la ville s'est parée de ses plus beaux atouts pour accueillir les 2 millions de visiteurs et les quelques 25 000 journalistes accrédités pour couvrir l'événement. À Rio, où 10 500 athlètes en provenance de 206 nations se sont donné rendez-vous pour disputer une ou plusieurs des 306 épreuves au programme, dont les 41 disciplines issues de 28 sports, dont le golf, qui revient après 112 ans d'absence. La sécurité est assurée par 85 000 policiers et militaires. Les Jeux, ce ne sont pas qu'une course au plus grand nombre des 812 médailles d'or en jeu. C'est également 60 000 repas à servir quotidiennement, 450 000 préservatifs distribués à raison de 2 par athlète et par jour dans les 4 pôles olympiques dispersés dans la mégalopole. Ces Jeux olympiques, les premiers du genre, organisés en Amérique du Sud, avec un budget de 7 150 milliards de francs CFA, verront une équipe particulière, celle des réfugiés, composée de 5 Sud-Soudanais, 2 Syriens, 2 Congolais et 1 Éthiopien, créés par le Comité international olympique, qui entend voir plus de 7 millions de billets vendus avant le début officiel de la compétition ce 5 août. Depuis ses débuts en 1896 en Grèce, c'est la 31e fois que les Jeux olympiques ont lieu. La Côte d'Ivoire participe aux Jeux de Rio avec une dizaine d'athlètes. Difficile de parler de cet événement sans évoquer la légende Gabriel Tiako, qui détient à ce jour la seule médaille olympique ivoirienne. C'était en 1984 à Los Angeles. Sylvie Touré a rencontré Joël Yassine, ancien journaliste sportif, qui parle de Gabriel Tiako, décédé, je le rappelle, en 1992. C'est une photo de Tiako en famille, là, en mars 1976. À 78 ans, Joël Yassine a quelque peu perdu de sa verve. Mais sa mémoire de journaliste sportif reste intacte ou presque. Après 30 années de carrière, ses souvenirs restent marqués par la légende de l'athlétisme ivoirien, Gabriel Tiako. C'est aux États-Unis qu'il s'est formé. Il a commencé à faire les meetings universitaires. C'est comme ça qu'on est allé le chercher. À cette époque-là, c'était Karamoko Popana, qui était directeur technique. C'est lui qui a allé le chercher et puis il a demandé de courir pour la Côte d'Ivoire. Il a accepté de bon cœur. Natif de Toumoudi, au centre du pays, Gabriel Tiako a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire sportive de la Côte d'Ivoire. C'était à Los Angeles en 1984 où, contre toute attente, il décroche la médaille d'argent aux 400 mètres. Une course mythique qui, jusqu'à ce jour, fait date dans les annales du sprint ivoirien. Il a surpris tout le monde. Parce qu'il y avait que les Américains, il y avait des Jamaïcains aussi à cette époque-là.
mais on ne l'attendait pas pour une médaille d'argent. On ne l'attendait pas du tout. Il a surpris tout le monde et ça a été une grande fête, une grande joie ici à Abidjan. Et le président l'a reçu. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais le soir qu'il est sorti bien heureux de là-bas. Gabriel Tiako vise plus haut, mais en 1992, il perd la course de sa vie. Le mal pernicieux qui le rongeait finit par l'emporter. Certainement, il s'est affaibli moralement, il avait ses études. Bon, il voulait la médaille d'argent, la médaille d'or un peu plus tard, mais il n'a pas pu la réussir. Et depuis, silence sur les pistes olympiques, l'athlétisme ivoirien piétine, il échoue à décrocher des médailles. 32 ans après, un nouvel espoir se profile à Rio. Aujourd'hui, plus qu'avant, il y a des chances de médaille, parce qu'il y a Aouré qui a une chance de médaille. Ça dépend maintenant le jour J. Et leur hache, comme dirait l'autre, mais je pense qu'elle peut gagner une médaille. Elle peut être sur le podium encore une fois, mais à quelle place, je ne sais pas. Il y a la petite Ralou là, la petite là. Bon, elle peut faire des miracles aussi parce qu'actuellement, elle est en très grand point. Bon, il y a Meïté qui a connu beaucoup de blessures, J'espère que cette fois-ci, il va se présenter à 100% de ses muscles et puis voilà, pouvoir gagner. Vaincre le signe indien et ressusciter Tiako 32 ans après, mission possible à Rio. Pour Muriel Aouré et Marie-Josée Talou, qui portent sur leurs frêles épaules l'espoir du peuple ivoirien et dans leurs jambes les chances de nouvelles médailles olympiques pour la Côte d'Ivoire. Bonne chance donc à tous nos athlètes. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information 23h. Excellente suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à très bientôt.